Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi Pacte présentée en Conseil des ministres, elle ouvre la voie à une vague de privatisation. Aéroport de Paris, Engie ou encore la Française des Jeux. Objectif, relancer l'actionnariat populaire et financer des mesures d'innovation. Le débat dans un instant. Le parti LR, une nouvelle fois secoué par une crise interne avec le limogeage de la numéro 2, Virginie Calmels. Une éviction officialisée après 2 semaines de crise ouverte entre elle et Laurent Wauquiez. Le président du parti à qui il reproche autoritarisme et droitisation. Analyse dans cette édition. La loi Asile et Immigration en séance demain au Sénat. La majorité sénatoriale a voulu durcir le volet dédié à la lutte contre l'immigration clandestine tout en renforçant l'aspect intégration. La discussion arrive en pleine polémique sur l'Aquarius, ce navire transportant des migrants et accueilli par l'Espagne. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi et pour les réactions à l'actualité aujourd'hui. Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. 629 migrants sont arrivés hier sur le sol espagnol. Tous étaient à bord de l'Aquarius, ce navire de SOS Méditerranée qui a fait l'objet d'un bras de fer entre pays européens. Certains de ces réfugiés devraient trouver asile en France. Sandra Cerquera. La fin d'un long périple entamé il y a une semaine. L'Aquarius accoste dans le port de Valence. Les migrants descendent sous les applaudissements. Sur le quai, pour les humanitaires de SOS Méditerranée, propriétaires du navire, c'est le soulagement. Les ONG pressent l'Union européenne d'agir. L'organisation n'est pas faite pour durer plus de 3 ou 4 jours. Tout était difficile sur le bateau. Pour accéder aux toilettes, les gens devaient grimper les uns sur les autres. Pour manger, ils devaient attendre des heures. Au total, 2300 policiers, médecins et associatifs ont été mobilisés pour enregistrer les migrants et les accueillir dans des centres d'hébergement et des hôpitaux. Les autorités espagnoles ont décidé de leur faciliter les démarches administratives. Tous vont obtenir un titre de résident, valable pendant 15 jours, le temps qu'ils puissent déposer leur demande d'asile. Il y a une offre des autorités espagnoles par laquelle tout le monde a le droit de demander une protection internationale et chaque cas sera étudié individuellement. Ceux qui répondent aux exigences auront des opportunités comme le prévoit la loi. L'Espagne répète que c'est son devoir d'Européen d'aider les migrants, un message à peine voilé aux autres pays de l'Union, alors que la France se dit prête à accueillir une partie des 630 migrants et qu'elle traitera les demandes au cas par cas. Et c'est dans ce contexte que sera examinée à partir de demain la loi Asile et Immigration au Sénat. Le texte a été durci par la Commission des lois. On voit tout de suite les modifications avec Nelson Jetten. C'est un projet de loi très critiqué à l'Assemblée qui arrive au Sénat demain. Mais avant son examen dans l'hémicycle, la Commission des lois a déjà modifié le projet de loi Asile et Immigration. Un texte plus ferme dans la pratique et une volonté affichée des sénateurs de mieux accueillir les réfugiés qui bénéficient de la protection de la France, mais surtout de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine. Nous considérons que le texte du gouvernement ne traite qu'en partie la problématique de l'immigration. Nous le regrettons. Dans cette logique de fermeté, les sénateurs de la droite et du centre veulent que la décision définitive du rejet d'une demande d'asile soit assimilée à une obligation de quitter le territoire. Ils veulent par ailleurs organiser chaque année au Parlement un débat pour définir des quotas en fonction des capacités d'accueil de la France. Concernant le délit de solidarité, le Sénat refuse catégoriquement d'assouplir la législation déjà en vigueur. Tel que le texte est rédigé aujourd'hui dans le droit positif, l'aide au séjour irrégulier sur le territoire national, c'est ça son vrai nom, aujourd'hui permet au procureur de la République de poursuivre ceux qui sont vraiment des auteurs d'un délit et ceux qui, de façon bénévole et spontanée, ont aidé des migrants et ne relèvent pas d'une infraction. Donc le texte en lui-même, il permet cette distinction, donc il est inutile d'affaiblir le dispositif existant. Des propositions qui promettent des débats tendus dans l'hémicycle toute cette semaine. Une motion d'irrecevabilité et une question préalable ont été déposées par la gauche et 552 amendements sont à examiner. Les sénateurs communistes ont quant à eux annoncé qu'ils mèneront le combat contre ce projet de loi indigne des valeurs de la République. Au Sénat, le vote solennel aura lieu le 26 juin.
Et on retrouve Tam Tranieu en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction. Tam, je le disais, à ce projet de loi Asile et Immigration. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. Oui, Jean-Yves Lecomte qui va être le chef de file du groupe socialiste sur ce projet de loi Asile, Immigration, Intégration. Tout d'abord, est-ce que vous jugez que ce projet de loi est aujourd'hui utile? On sait que le dernier projet de loi en la matière date de 2016. Non, absolument pas. Enfin, par rapport à des raisons objectives d'améliorer la situation, il ne l'est pas. Le Conseil d'État, d'ailleurs, le signale. Plus de 18 projets de loi au cours des dernières années sur ces questions. La première fois, on mélange à la fois les questions d'asile, qui est finalement l'expression d'un droit constitutionnel et droit conventionnel, avec la question des migrations pour mieux entretenir finalement la confusion dans l'esprit des Français. Si on devait faire des choses utiles dans ce domaine, ce serait d'abord plus de moyens pour l'accueil, plus de moyens publics pour l'accueil, pour pouvoir traiter les dossiers de demande d'asile plus efficacement, plus de moyens à la CNDA qui manque de moyens pour traiter les dossiers de manière efficace. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est pas finalement parier sur le fait qu'en réduisant les droits, on améliore quelque chose. En réalité, ce projet de loi sur la question de l'asile ne fait que rogner sur les droits des demandeurs d'asile. Droit au recours effectif, droit aux conditions d'accueil, droit à la possibilité d'être autonome dès leur arrivée. Jean-Yves Lecomte, bien sûr, vous n'êtes pas du même avis que la majorité sénatoriale qui a eu deux actions. La première, c'est qu'elle a durci le texte. Il y a un certain nombre de points où elle juge qu'il ne va pas assez loin pour instaurer des quotas d'immigration, encore pour que l'AME devienne l'aide médicale d'urgence. Finalement, ce sont des classiques de la droite. Oui, alors, les classiques de la droite, on n'y a pas échappé. Mais c'est la première fois qu'on les voit dans un texte asile. Finalement, généralement, c'est lors des examens des projets de loi de finances sur les crédits immigration, voilà, ou bien ce genre de choses. Un sujet clairement droit des étrangers. Or là, c'est la première fois qu'on voit effectivement ça sur un texte qui a vocation, dans ses premiers articles, à parler de l'asile. Donc c'est assez inquiétant. Ceci étant, je dois aussi remarquer que le rapporteur a lui-même dû constater qu'un certain nombre des propositions que le gouvernement envisageait en termes de réduction des droits des demandeurs d'asile. C'est l'une des mesures phares, la réduction de 30 jours à 15 du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il l'a remis en cause parce qu'il a considéré que c'était juste un communiqué de presse et pas quelque chose qui permettrait d'améliorer quoi que ce soit. Parce que si on remplace des choses simples par des usines à gaz, en fait, ça n'est qu'une communication en disant, regardez, faites-nous confiance, il y aura moins de demandeurs d'asile parce qu'on va être moins sympathique avec eux. C'est, je pense, l'esprit dans lequel travaille le gouvernement, mais ce n'est pas sérieux. Oui, être moins sympathique avec les demandeurs d'asile. Vous avez auditionné Gérard Collomb il y a quelques jours. Il y a pour vous une volonté de décourager les demandeurs d'asile de venir en France, cela alors qu'on est en pleine crise de l'Aquarius, cela interpelle? C'est évident que si chacun, excusez-moi de l'expression, joue à plus facho que moi tu meurs, en Europe, l'Europe est mal partie. L'Europe va finir sur ce sujet-là. L'Europe va se fracasser sur ce sujet-là. C'est pas la première fois qu'on fait face à des besoins de protection qui s'expriment à des pays européens, que ce soit après la Première Guerre mondiale, dans les années 70 avec les boat people. C'est pas nouveau. Face à ça, il faut finalement qu'on soit confiant dans nos valeurs, dans nos capacités d'intégrer. Et à partir de là, c'est possible. On peut y arriver. Mais si on commence à douter, si on commence à dire que c'est pas possible, alors évidemment, et que chaque pays européen se met à dire je vais être plus dur que l'autre, comme ça, ils viendront pas chez moi, on n'en sortira pas. Votre réaction à l'ultimatum posé par le ministre de l'Intérieur allemand, Angela Merkel, qui dit que s'il n'y a pas une solution européenne, eh bien, il va fermer les frontières au mois de juillet? Ça, c'est leurs affaires dans la coalition. Ceci étant, aujourd'hui, effectivement, il faut une solution européenne. Le gouvernement italien que nous avons aujourd'hui est un gouvernement qui va durcir encore la réponse européenne, mais c'est la conséquence d'un manque de solidarité que l'ensemble des pays européens ont montré vis-à-vis de l'Italie pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, les Italiens en ont marre. Donc, il faut effectivement faire en sorte qu'une réponse européenne. On a fait évaluer le mandat de Frontex. Il faut faire évoluer les conditions d'asile pour qu'elles soient cohérentes au niveau européen. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour ces réactions. Le divorce est donc consommé entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels. Après plusieurs semaines de crise ouverte, la numéro 2 du parti a été limogée hier soir. Elle sera remplacée par Jean Leonetti. Il faut dire que la première adjointe d'Alain Juppé ne cachait plus son hostilité au président du parti, Jordan Klein. Tout est parti de cette interview dans Le Parisien. J'ai cru à la volonté de Laurent Wauquiez de rassembler. Voilà les mots de Virginie Calmels, la désormais ancienne vice-présidente des Républicains. Car hier soir,
Le couperet tombe. Dans un communiqué, les LR décident de nommer Jean Leonetti. Le nom de l'approche d'Alain Juppé n'est même pas cité. Les troupes de Laurent Wauquiez critiquent son manque de solidarité. Nous ne sommes pas du tout favorables à une uniformité. Nous ne demandons pas une unité de pensée. Et si Virginie Calmels était devenue numéro 2, c'est bien parce que Laurent Wauquiez est soucieux du respect des sensibilités et soucieux de la complémentarité. Et ce qui a été tranché, ce n'est pas la ligne politique, c'est la méthode de travail. Est-ce que vous pouvez laisser passer? Ce matin, Valérie Pécresse, figure d'un courant plus modéré chez les LR, mais aussi sérieuse rivale de Laurent Wauquiez, présente ses propositions pour l'Europe devant une foule de journalistes. Outre les questions de fond, c'est un regard soucieux qu'elle porte sur l'éviction de l'ex-vice-présidente. Je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Je cite souvent Nicolas Sarkozy dans une phrase qui est, à mon avis, la clé de toute la politique. Quand on se rétrécit, on perd. Quand on s'élargit, on gagne. La guerre des chefs, c'est bien quand on est très puissant que le pouvoir est à portée de main. Dans l'état dans lequel on est, je ne sais pas ce qui est à portée de main. Un limogeage qui ajoute un nom de plus à la liste déjà longue des LR ou anciens LR qui ont fait défection à Laurent Wauquiez. Certains se placent même désormais en opposant au sein même des Républicains. Et on va voir bien ce qu'en pense la sénatrice LR, Catherine Procaccia. Elle est à vos côtés, Tam Tranui. Oui, Catherine Procaccia, comment réagissez-vous au limogeage de Virginie Calmels par Laurent Wauquiez? Est-ce que cela affaiblit les Républicains? Je dirais que c'est forcément un souci quand il y a un limogeage. Mais il aurait été préférable, je pense, que Virginie Calmels démissionne d'elle-même. À partir du moment où on est le numéro 2 d'un parti politique, quel que soit ce parti politique, j'estime que quand on a des désaccords, on les règle non pas sur la place publique, mais on les règle avec le président du parti ou on les règle en bureau politique. C'est pas dans un journal où l'on étale... Elle n'a pas joué le rôle de solidarité auquel elle était due, qu'elle aurait dû jouer. Plus que solidarité, je dirais qu'on essaie... elle a des idées qui ne sont pas forcément celles que partage Laurent Wauquiez ou le bureau politique, puisqu'il n'est pas tout seul à avoir décidé de son limogeage, comme vous le dites, mais on essaie de discuter et si on voit que ces idées ne sont pas partagées, on en tire les conclusions et on se dit je m'efface puisque ça ne correspond pas à ce que j'attends. N'oublions pas que Virginie Calmels a quand même un passé politique récent. Elle n'est peut-être pas habituée au fonctionnement des grands mouvements politiques dans lesquels qu'on soit ministre ou qu'on soit dans un mouvement politique, il y a des électeurs qui ont choisi une ligne et il faut les respecter et il faut respecter la direction. Donc vous imputez la faute plutôt à Virginie Calmels, pas à Laurent Wauquiez qui ne sait pas rassembler toutes les sensibilités des Républicains. On a entendu tout à l'heure aussi Valérie Pécresse s'inquiéter du rétrécissement des LR. On a aussi entendu les paroles de Nicolas Sarkozy qui dit sans rassemblement rien n'est possible et c'est une critique de Laurent Wauquiez. Mais on est tous d'accord, mais pour se rassembler, et en supposant qu'il y ait deux, il faut que les deux fassent des pas les uns derrière les autres. Je ne suis pas dans le bureau politique, je ne sais pas ce qu'il en est, mais Virginie Calmels, a priori, est restée aussi sur ses positions. Peut-être que Laurent Wauquiez est resté sur ses positions, mais Valérie Pécresse fait partie du mouvement Les Républicains et, me semble-t-il, elle a sa voix à part, mais elle fait partie du mouvement. Quand on n'est pas bien dans un mouvement, dans un parti politique, on s'en va. Et c'est la chose la plus simple qui puisse se faire. Donc je ne crois pas que ce soit une crise. En plus, ce n'est pas la première fois, me semble-t-il, que le numéro 2, et en tout cas des Républicains s'en aille, puisqu'on a déjà eu Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense qu'à prendre ce qui est bien, à chaque fois, nos leaders prennent des femmes qui ont du tempérament, mais ces femmes qui ont du tempérament oublient Pour parfois... vous, c'est plus une question de personnes. Il y a aussi un malaise peut-être chez les Républicains sur cette ligne qualifiée de droitière par certains de Laurent Wauquiez, avec cette histoire de tract pour que la France reste la France. Pour que la France reste la France, et l'envers qui était consacré à l'immigration. On ne peut plus rien dire sans qu'on dise « Ah bah ça c'est le PS qui le dit, ça c'est les Républicains en marche » ou c'est le Front National. On n'a plus
la possibilité de s'exprimer soi-même. Je trouve que c'est quand même étonnant, ce qui veut dire qu'on doit avoir un langage complètement édulcoré et ne plus dire ce qu'on en pense. Laurent Wauquiez a été élu, Virginie Calmel l'a rappelé, avec 75% des électeurs et avec une vraie élection. Donc, il a bien dit qu'effectivement, il y avait une identité, des idées, et qui étaient à droite, mais qu'il voulait rassembler. Mais pour rassembler, faut-il que les gens veuillent se rassembler et faire des approches. C'est un peu comme dans une commission mixte paritaire. Si chacun reste sur ses positions, eh ben, ce n'est pas avec ça qu'on aboutit à un texte. Merci beaucoup, Catherine Procaccia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Avec près de 2 mois de retard sur le calendrier prévu, la loi Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce texte fleuve ouvre la voie à une vague de privatisation. Le détail avec Cécile Sixou. Un texte fleuve et tentaculaire. Avec 70 mesures, la loi Pacte a pour objectif de simplifier la vie des entreprises, mais aussi de doper la croissance. Parmi les mesures phares, Bercy a décidé de faire le ménage dans les seuils fiscaux et sociaux des entreprises, des seuils qui sont aujourd'hui des freins à leur développement. Est-ce que les entreprises à partir de 49 salariés arrêtent finalement de grossir parce qu'il y aurait trop d'obligations qui verraient le jour si elles devaient franchir ce seuil? Donc on espère que les entreprises vont franchir plus facilement ce seuil pour avoir une taille suffisante pour s'attaquer à l'international. Autre mesure en faveur des salariés, supprimer le forfait social de 20% des entreprises de moins de 250 salariés, un moyen de leur permettre de faire de l'épargne salariale. Le gouvernement souhaite également autoriser la privatisation et la cession de ces titres dans 3 entreprises, Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Une erreur pour l'ancien ministre du Budget, Christian Eckert. Les jeux, ce n'est pas une marchandise comme les autres. L'addiction, la politique envers les jeunes, le blanchiment, il y a dans le domaine des jeux des risques que chacun connaît. Donc c'est bien à l'État de réguler, et pas seulement de réguler, mais le meilleur moyen de réguler, vous savez, c'est d'être propriétaire. Enfin, la loi prévoit de changer la philosophie de l'entreprise. Le gouvernement souhaite réécrire 2 articles du Code civil. Objectif, permettre aux entreprises qui le souhaitent d'inscrire dans leur statut des notions sociales et environnementales. Un sujet qui inquiète d'ores et déjà le patronat. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction. Avec vous, Tam Tranui, à vos côtés, c'est Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-d'Oise. Et oui, on va parler ensemble de cette loi Pacte qui est donc présentée cet après-midi en Conseil des ministres. Et le point de friction principal de cette loi, c'est la question des privatisations, puisque la loi va mettre un terme aux contraintes légales qui empêchent l'État de céder ses parts dans 3 entreprises emblématiques. On parle de ADP, de Engie et de la Française des Jeux. À gauche, beaucoup disent que l'on est en train de vendre les bijoux de famille. Alors ça va même beaucoup plus loin, si je puis me permettre. Il y a quelques jours, nous avons voté, nous, au groupe socialiste au Sénat, contre la réforme ferroviaire. Avec une des questions, vous savez, c'était la question de la privatisation à terme ou pas de la SNCF. Et l'État nous disait, ma parole suffit. Vous voyez, quelques jours après... Ils ont inscrit l'accessibilité oui, ils l'ont inscrit parce qu'il y a eu les manifestations, parce qu'il y a eu une demande. Mais sauf qu'ils l'ont inscrit. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans un autre texte de loi, on ouvre la possibilité de privatisation. Alors, ces privatisations posent problème. D'abord parce que c'est effectivement vendre des bijoux de famille. Aujourd'hui, ces entreprises-là rapportent au budget de l'État, rapportent donc à tous les Français. Et on voit bien que c'est une stratégie à court terme parce que le gouvernement, parce qu'il a donné 10 milliards d'euros aux plus aisés, parce qu'il doit devoir donc compenser 26 milliards d'euros par an sur la TH et d'autres choses, il n'a plus les moyens de sa politique. Donc, il vend des bijoux de famille. Il ne voulait vendre qu'une seule fois les bijoux de famille. Après, c'est fini. Il s'agit pour l'État de désendetter la France, mais aussi de créer un fonds permettant d'investir dans d'autres domaines. Sur les endettements, ce n'est pas vrai. Il va permettre de pouvoir payer ses politiques. Ce n'est pas la même chose. Sur les fonds, il y en a qui existent déjà sur ces fonds-là. Il y en a déjà. Il y a la BPI qui a des fonds qui permettent d'investir. Donc tout ça, c'est simplement une opération politique pour masquer l'impasse budgétaire du gouvernement. Et puis, je rappelle à qui cela va être vendu. Si je prends Aéroport de Paris, qui, dans mon département, c'est l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, on imagine que demain, il y a une privatisation ? À la fois sur les terrains qui sont en Ile-de-France, qui appartiennent à l'aéroport de Paris, sur des questions de sécurité aussi posées, ce n'est pas acceptable. Et donc, nous sommes opposés à ces privatisations-là. Le gouvernement dit que sur les questions de sécurité, notamment, l'État va continuer à gérer la situation, par exemple pour Aéroport de Paris. Mais à partir du moment où c'est privatisé, on ne peut pas à la fois dire je privatise
Et donc donc permettre... garde-fous qui vont être inscrits dans le texte. Oui, mais un certain nombre de garde-fous. Vous voyez bien, tout ça reste assez gazeux, comme dirait l'autre. Encore une fois, ce gouvernement annonce des choses, et puis quand il voit la réalité, il recule, ou en tout cas, il s'interroge. Et puis, à qui tout cela va être vendu? Parce que, souvenez-nous, alors j'en appelle à monsieur François Bayrou, qui maintenant soutient ce gouvernement, qui à l'époque, sur les autoroutes, s'était opposé à juste titre contre la prestation en disant aux Français, vous avez payé les autoroutes, et maintenant qu'elles vont rapporter, entre guillemets, des entreprises privées vont en bénéficier. Je dirais la même chose. La Française des Jeux, Engie, Aéroport de Paris, vont permettre, elles ont été payées tout cela par les Français, les contribuables français, et maintenant, ça va être d'autres qui vont en bénéficier. Donc, on a une opposition aux privatisations, on n'a pas de clarté, pas de transparence sur le processus, sur des conditions de sécurité, et vous voyez bien que tout ça, c'est encore une fois, c'est une politique à court terme pour masquer l'impasse fiscale, l'impasse budgétaire de ce gouvernement. Sans surprise, vous êtes sur la même ligne que Christian Eckert, l'ex-secrétaire d'État au budget, qui a déclaré le risque, c'est qu'il y ait des intérêts particuliers qui soient privilégiés par rapport à l'intérêt général. C'est aussi ça le problème? C'est une des questions que j'évoquais. On voit bien que ce gouvernement est quand même dans une position parfois avec quelques grands intérêts qui se rejoignent. Et donc, personne ne connaît aujourd'hui ce que seront les conditions de la vente du patrimoine de notre pays. Parce qu'il s'agit bien du patrimoine de notre pays. Ça vient enfoncer le clou de ce gouvernement plutôt libéral et qui ne va pas assez sur son volet social. Il ne va pas du tout, il n'y a pas de social. Il n'est pas libéral, il est de droite. Concrètement, ce gouvernement vient de faire 10 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux plus riches des Français. Mieux que M. Sarkozy, son bouclier fiscal. Et maintenant, il vient chercher, vous savez, le pognon des plus pauvres, plusieurs milliards chez ceux qui ont le plus de problèmes dans notre pays. Vous trouvez ça une politique juste? La réponse est non. Donc c'est effectivement une politique qui a un objectif, d'aider les premiers de cordée et de faire payer aux autres. Bien, merci beaucoup Rachid Temal d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on va essayer de comprendre à quoi vont servir ces privatisations avec mes invités dans le premier débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Lavarde. Bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Finances du Sénat. Également avec nous Gabriel Siri, bonjour, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, secrétaire national en charge des questions économiques. Pour nous accompagner également Corentin Le Fur, bonjour, vous êtes chargé d'études au sein de la Fondation Concorde. Et puis Christophe Rameau est également sur ce plateau, bonjour, économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à l'Université Paris 1. Christine Lavarde, ces privatisations, est-ce qu'elles sont utiles à l'État qui devient finalement actionnaire minoritaire, enfin qui va le devenir avec cette loi Pacte? Ça a été rappelé dans 3 grandes entreprises emblématiques, Engie, ADP et puis la Française des Jeux. Alors juste peut-être pour revenir sur les propos que je viens d'entendre du sénateur Rachid Temal, qui disait que ces entreprises rapportaient à l'État. C'est vrai si on regarde uniquement les dividendes qu'elles versent à l'État actionnaire, mais après il faut prendre ça avec une hauteur de vue et regarder l'ensemble des flux financiers à la fois entre les actionnaires et les entreprises. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui doit dater de janvier 2017 sur le rôle de l'État actionnaire et qui montrait bien que si on se plaçait dans une vision de moyen terme, l'ensemble de ces entreprises allait finalement coûter plus cher à l'État qu'elles ne lui rapportent directement via ses dividendes. Donc effectivement, déjà, de ce point de vue-là, il me semble que ces privatisations, elles sont utiles. Après, elles sont utiles parce qu'elles permettent aussi à l'État de se recentrer sur ses missions premières et de ne plus continuer à être un acteur dans l'ensemble de l'économie. Donc moi, je pense qu'il faut mieux d'État. Il ne faut pas forcément moins d'État, mais mieux d'État. Et donc, à la rigueur, que l'État se recentre sur ses moyens. Et puis après, le gouvernement a annoncé que une partie de l'argent obtenu via la privatisation viendra financer des investissements stratégiques et dans le même temps contribuer au désendettement. On va y venir, si vous voulez bien. Gabriel Siri, il faut s'inquiéter de ces privatisations selon vous ? Oui, il faut s'inquiéter de ces privatisations parce que, comme ça a été évoqué par Christian Eckert, on n'est pas dans n'importe quel secteur. Il s'agit des secteurs... on a la question de la sécurité avec Aéroport de Paris, on a la question de la protection des consommateurs, de l'addiction aux jeux avec la Française des Jeux, la question du blanchiment également. Effectivement, ce sont des secteurs dans lesquels l'État doit être aux premières loges pour réguler très fortement. Et donc, c'est plus simple de le faire s'il est propriétaire. Même si dans le cas de la Française des Jeux, ça sera confié à une autorité de régulation, c'est ce qu'on nous annonce en tous les cas. Oui, c'est effectivement, on peut mettre en place des garde-fous. Il y a toutefois moins de garanties dans ces cas-là. Et puis, je voudrais aussi ajouter qu'on a
période où on a des priorités stratégiques qui sont fixées comme la transition énergétique par exemple, qu'on est dans des secteurs comme Engie évidemment, le secteur de l'énergie, où il va falloir être très attentif à la stratégie qui est menée dans ce secteur-là. Il est un peu absurde dans ce cadre-là, et c'était le cas aussi pour la réforme ferroviaire, de renoncer à des acteurs qui permettent d'être au cœur et de mener à bien cette stratégie de transition énergétique à l'heure où se développent les réseaux intelligents, par exemple. Donc Corentin Le Fur, sur ces questions effectivement de privatisation, et par exemple, si on prend la question d'ADP, on sait qu'aux États-Unis, finalement, le gouvernement a souhaité garder la main justement sur tout ce qui est question de transport aérien. Tout à fait. Bon, alors d'abord, il faut quand même rappeler, dans le cadre général de cette loi, qui est vraiment une macro-loi, il y a beaucoup de substances, qu'il faut déjà, avec honnêteté, rendre hommage au gouvernement qui, sur ce point-là, a pris à bras-le-corps le problème de nos PME et de nos start-up, qui sont beaucoup trop dépendantes des financements de la BPI, qui ne possède pas... C'est la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement qui n'a pas de contrôle suffisamment satisfaisant au vu de la masse financière qu'elle représente, et nous avons des PME qui ne sont pas assez exportatrices. Donc le but, c'est de donner une inflexion à ce mouvement qui n'est pas bon pour la France. En ce qui concerne le sujet particulier des participations de privatisation. Alors en fait, le mot privatisation, naturellement, est anxiogène. Peut-être qu'il est volontairement utilisé à ce sein. En ce qui concerne d'abord Aéroport de Paris, il faut bien préciser qu'il n'y a déjà pas de privatisation de l'actif, puisqu'il y a un contrat de concession qui a été réalisé par le gouvernement sur 70 ans, qui lui permet de rester, de garder le contrôle des actifs et du foncier, ce qui n'est déjà pas rien. Je suis élu dans le Val d'Oise, donc c'est aussi une plateforme qui m'est particulièrement chère, tout autant que le sénateur Temal. Donc il faut déjà insister là-dessus. L'État n'a pas à faire en fait de la nationalisation permanente ou de la privatisation permanente. Il doit le faire au cas par cas en fonction des enjeux qui sont stratégiques. L'armement, l'industrie, le secteur des biotechnologies ou des technologies. Là, on est dans une situation où clairement, à terme, l'investissement n'était pas pertinent. Il y a des sûretés, vous l'avez dit vous-même, il y a des mécanismes de protection. Pourtant, Corentin Le Fur, on se souvient quand même qu'il y a eu certaines déconvenues lors des privatisations précédentes. On parlait de la question des autoroutes, mais on sait aussi qu'il y a eu la question de France Télécom. La question des autoroutes, c'est un mauvais exemple de privatisation, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de central qui touche au cœur des Français, et l'infrastructure fait partie des compétences régaliennes auxquelles je faisais référence. Ici, pour moi, on n'est pas dans quelque chose de majeur, c'est-à-dire là où l'État n'est pas vraiment un excellent actionnaire. Et comme le disait même la sénatrice, on envisage quand même un produit de 15 milliards qui, et là c'est l'ancien chercheur qui vous parle, va alimenter un fonds qui était une promesse de campagne sur des enjeux particulièrement stratégiques dont nous avons aussi besoin. Donc grosso modo, c'est plutôt une bonne opération. Christophe Rameau. C'est très mauvais pour le pays. Sur la Française des Jeux, c'est très mauvais pour le pays pour les raisons financières d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, les dividendes, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes portait sur l'ensemble des participations de l'État. Mais en l'occurrence, on vend 3 pépites parmi l'ensemble de ces participations, c'est-à-dire 3 pépites qui font des bénéfices, qui rapportent des dividendes à l'État. Et donc, avec les privatisations, l'État va abonder un fonds qui va lui rapporter des intérêts de l'ordre de 2,5 milliards, on annonce, de 200 millions, pardon, de 200-300 millions par an, c'est-à-dire exactement le montant des dividendes qu'il touche à travers ces entreprises. L'État va placer 10 milliards et ça lui rapportera 200 à 300 millions. Donc, avec les dividendes, en restant propriétaire de ces entreprises, il toucherait exactement le même montant pour abonder le fonds pour l'innovation. Alors pourquoi cette privatisation ? Mais parce que là, pour le coup, très clairement, on sert des intérêts privés. Voilà, on est en situation de monopole naturel sur ces 3 secteurs. Monopole naturel, ça signifie quoi ? Moi, je suis pour qu'il y ait du privé dans notre économie. Mais monopole naturel, ça signifie quoi ? C'est exactement la même situation que les autoroutes. Vous avez bien compris que Air France, qui représente la moitié du chiffre d'affaires d'ADP, eh bien, Air France ne peut pas mettre en concurrence plusieurs aéroports pour faire atterrir ou décoller ses avions en Île-de-France. On est obligé de recourir à Orly ou à Roissy. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez bien compris que dès lors que le privé va acquérir ces pépites, car il s'agit bien de pépites. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est mauvais pour la stratégie industrielle du pays, j'y reviens. Eh bien, la tentation d'Aéroport de Paris, c'est ce qui s'est passé à Londres. Ça va être d'augmenter les redevances. Et donc, on va un peu plus affaiblir notre fleuron national aérien, c'est-à-dire Air France, qui est déjà en concurrence déloyale avec les compagnies du Golfe et les compagnies low cost. Donc, au lieu de faire ce qu'il aurait fallu faire, sur ADP, le véritable problème, c'est quoi ? C'est qu'on a un système de double caisse qui interdit aujourd'hui de faire financer les activités aéroportuaires
par les activités commerciales, c'est-à-dire les parkings et les commerces, qui rapportent une fortune. Bon, donc là, on va offrir une On fait un pépite. cadeau au secteur privé, Christine Lavarde. Non, parce que je pense que ce qu'oublie de dire monsieur, c'est qu'il y a quand même un garde-fou justement dans la cession d'ADP par rapport à ce qui avait pu être fait dans le passé au moment de la cession des concessions autoroutières. C'est-à-dire qu'il y a tous les 5 ans, il y a un contrat qui va être signé entre l'État et ADP et qui justement C'était la même chose avec les autoroutes, hein, c'est la même promesse. À caper notamment l'augmentation des redevances. Donc justement, je pense que le gouvernement a tenu compte des erreurs du passé pour les sur les autoroutes, modalités de mise en œuvre de la privatisation des concessions autoroutières pour ne pas les répéter justement dans le domaine aéroportuaire où effectivement, comme vous le dites justement, le prix des taxes aujourd'hui est bien souvent supérieur au prix du vol quand on achète un billet d'avion. Donc il y aura, voilà, si on ne fait pas attention à l'augmentation des redevances, il y aura une conséquence sur le prix des billets payés par les usagers. Gabriel Siri, il y a quand même des garde-fous, nous explique Christine Lavarde. Je voulais revenir sur la question de l'innovation parce que c'est l'argument utilisé par le gouvernement pour justifier ces cessions d'actifs. On est un peu sur la stratégie du pompier pyromane par le gouvernement parce que effectivement il y a eu 5 milliards d'allègements fiscaux à l'automne au profit des plus aisés. Autant d'argent qui aurait pu alimenter un tel fonds, il n'y a pas besoin de devenir des privatisations. Et puis j'ajoute aussi que en supprimant l'ISF par exemple, on a détruit des mécanismes d'encouragement à l'innovation qui fonctionnaient très bien. Je pense à l'ISF PME par exemple, qui était donc un allègement d'ISF qui, en cas d'investissement dans des petites entreprises innovantes, qui drainait par exemple en 2016 516 millions d'euros vers ces entreprises et qui fonctionnait parfaitement. Donc voilà, donc c'est un peu une hypocrisie cet argument de l'encouragement à l'innovation. Je ne vois pas pourquoi ça justifie directement des cessions et des privatisations dans des secteurs stratégiques. Est-ce qu'on va être sûr que ce fonds va être dédié justement à l'innovation, parce qu'il y a aussi une partie des engagements, des endettements de l'État. Quentin Lepure. Alors, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, et fort heureusement pour moi. Maintenant, c'est un engagement du président de la République. C'était un engagement de campagne, il faut le reconnaître, ce fonds l'innovation. Nous avons en France un vrai problème avec le fait d'être en mesure de prendre à bras-le-corps les domaines fondamentaux. On se cherche un peu en termes d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie, de biotechnologie, de lutte contre le cancer. On a besoin de trouver notre authenticité en termes de recherche et développement. Donc moi, j'attends, une fois de plus, vous direz la parole d'un politique, mais c'était un engagement du président de la République, je l'attends. Simplement 2 constats sur ce qui a été dit. Nous avons en France, d'une manière générale, une fiscalité qui est très peu incitative pour la prise de risque, en particulier dans les domaines des PME et des start-up, en tout cas quand on le compare au reste des pays d'Europe. Alors on vous dira toujours l'Angleterre, l'Allemagne, mais c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne. Sur les allègements, il n'y a aucune contrainte de réinvestissement, par exemple. On n'a aucune garantie que les allègements fiscaux qui ont été décidés à l'automne viennent bénéficier à l'innovation. Donc il y a quelque chose qui est totalement perfectible au niveau du modèle fiscal qui a été vendu jusque-là, au niveau de la fiscalité locale également. La flat tax des 30% sur le revenu du capital depuis le 1er janvier 2018, on pourra dire qu'on a vraiment l'impression que ça a été mis là comme un signe de bonne conduite. Et puis, il y a aussi un dernier engagement, c'est que l'ensemble du coût de la loi Pacte, parce qu'on a dit c'est une loi très une loi fleuve, comme on dit, une avec loi fleuve, 70 articles. Une loi delta du Nil même, c'est 1,2 milliard de coûts. Le gouvernement s'est engagé à faire une opération blanche en ayant, il faut le dire les choses, taillé dans les 140 milliards d'aides aux entreprises. Mais pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que le gouvernement va faire ses économies. Ouais. Je pense que c'est là où il sera attendu. Ouais. Christophe Rameau, je voudrais aussi vous entendre sur la question de l'actionnariat individuel que l'on veut finalement favoriser, encourager avec cette loi. On sait qu'il connaît une chute depuis 10 ans en France. Ça pourrait justement encourager cet actionnariat populaire. Mais vous savez, le gros problème qu'on a en France, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 ont à peu près en moyenne 60% de leur capital qui est flottant. Qui est flottant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est détenu par des fonds institutionnels, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Généralement, ça passe par des intermédiaires, des asset managers, etc., qui ont eux-mêmes des participations dans des milliers d'entreprises. Et donc, vous avez bien compris qu'en fait, ils ont des participations ultra minoritaires dans chacune des entreprises françaises où ils sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ultra minoritaire, ça veut dire même pas 1%, de façon à pouvoir se retirer à tout moment. C'est ce qu'on appelle avoir un portefeuille liquide. Vous pouvez vendre sans que ça se rende compte, au bon cours, et donc vous pouvez partir. Et donc, qu'est-ce que ces fonds imposent à nos entreprises? Ils imposent simplement le respect de critères de rentabilité financière. C'est-à-dire du dividende pour les actionnaires et des rachats d'actions si nécessaire. Ça joue totalement contre l'investissement. Contre l'investissement à long terme, vous avez bien compris que ces fonds, ils peuvent se retirer la nanoseconde. Vous avez bien compris que
on ne crée pas une entreprise, on n'achète pas des machines, des bâtiments, on n'embauche pas des salariés pour les revendre à la nanoseconde. L'entreprise s'engage le long terme. Et donc là, on voit que la logique du capitalisme financier que vous défendez, si j'ai bien compris, c'est une logique en fait qui joue contre l'entreprise. Aujourd'hui, il faut réhabiliter l'entreprise comme institution collective, Moi, je défends l'État comme efficace, institution bien sûr. sociale, et à ce niveau, si je puis me permettre, si je termine là-dessus, c'est que nous vivons dans des économies mixtes. Le marché a ça du bon, mais il va falloir que vous acceptiez. Aux États-Unis, les aéroports sont publics. En Allemagne, c'est public. Ils sont pas bêtes. En Chine, il y a beaucoup moins d'aéroports. Oui, enfin, excusez-moi, mais enfin, ça joue un rôle énorme dans la plupart des pays. Les États gardent la main sur les aéroports pour des raisons de stratégie industrielle et d'aménagement du territoire, c'était évoqué. Gabriel, sur l'investissement de long terme, c'est effectivement l'enjeu aussi de ce sujet. Ce qui avait été fait sous le gouvernement précédent, par exemple, pour l'encourager, c'est instaurer des droits de vote double en cas de détention d'actions d'au moins 2 ans. Et ce qui avait été proposé par le groupe socialiste à l'Assemblée à l'automne, c'était de tripler les droits de vote en cas de détention de plus de 5 ans. Donc effectivement, on voit bien que dans ce cas-là, ça encourage la prise en compte des intérêts stratégiques, de l'intérêt à long terme de l'entreprise et des salariés. Et c'est totalement absent de cette loi. Christine Lavarde, sur cet aspect, encourager l'actionnariat populaire, individuel, quel regard portez-vous sur cette mesure? Je pense que comme dans tout ce qui touche un peu l'entreprise, et on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps quand la semaine dernière le Sénat débattait d'un projet de loi sur la transmission d'entreprise, il existe un certain nombre de dispositifs aujourd'hui, que ce soit pour céder les entreprises, pour prendre des participations, mais qui sont peu connus ou mal connus du grand public. Et en fait, entrer dans l'entreprise, dans un état où la part de personnes travaillant dans le secteur public est quand même très importante et bien supérieure à ce qu'on peut observer dans les autres pays de l'OCDE, mettre le pied dans l'entreprise est quelque chose qui fait peur. Donc je pense qu'il faut vraiment communiquer sur tout ce qui existe et un peu rendre accessible, enfin dédramatiser le fait de prendre des actions et de rentrer sur un marché boursier. Mais là aussi, on se souvient, et je reviens à cet exemple, de France Télécom, devenu Orange. Ça avait eu un vif succès il y a 10 ans, et puis avec le krach boursier depuis... Si je me permets, aujourd'hui, les entreprises, surtout celles dont on parle, elles n'ont pas besoin de capitaux supplémentaires. Donc, comme on parlait du fait que des petits particuliers vont acheter des actions, mais la plupart du temps, les actions qu'on achète sur un marché boursier, c'est du marché de l'occasion. C'est-à-dire c'est des actions qui ont déjà été émises. Donc 95%, plus de 95% des achats et des ventes sur le marché actions, c'est de l'occasion. C'est pas sur le marché primaire. Donc les entreprises globalement se financent très 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 peu par les actions. Il faut sortir de cette idée-là. Donc, si vous encouragez les petits actionnaires à acheter des actions, en fait, ils vont l'acheter sur le marché secondaire. Ça rapporte absolument rien aux entreprises. Par contre, ça entretient des bulles spéculatives. Donc, cette idée selon laquelle la bourse, que par ailleurs, on peut juger utile par ailleurs, mais finance les entreprises, non. Globalement, et c'est valable aux États-Unis depuis des années. Quand on regarde ce qui rentre dans les entreprises grâce à la bourse, c'est-à-dire les émissions d'actions sur le marché primaire, et ce qui sort des entreprises pour financer les actionnaires, dividendes, rachats d'actions, le solde, il est négatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent qui sort des entreprises pour aller vers la bourse que l'inverse. Donc la bourse, globalement, ne finance pas les entreprises. Elle en finance certaines, mais globalement, pas du tout, du tout. Ce sont les actionnaires qui, aujourd'hui, ont tendance à avoir un comportement prédateur. Et quand je dis actionnaires, ce n'est pas les petits actionnaires. Ce sont les grands fonds qui ont un comportement prédateur sur les entreprises. Oui, je voulais simplement répondre à monsieur que je ne suis pas là pour soutenir le capitalisme financier ou je ne sais quelle obédience économique. Moi, je veux simplement qu'un pays qui a 100% de sa dette publique en équivalent PIB, qui a la lanterne... Mais les États-Unis sont à 105, vous savez. Vous ne pouvez pas confondre les États-Unis et la France. Le Japon à 240. Mais les États-Unis ont une politique de banque centrale qui n'a rien à voir avec quel rapport avec notre sujet? Laisse-moi finir. Aujourd'hui, en France, on a 100% de dette. Quel rapport? On parle des actions, on n'en parle pas d'obligations. On a un déficit public qui est la lanterne rouge de la zone euro. Donc, on peut continuer à dire qu'on peut continuer comme on a fonctionné depuis les 30 ou 40 dernières années. Libre à vous. Mais à un moment, il va peut-être aussi falloir accepter le principe de réalité. Avec notre sujet, on parle des actions. L'actionnariat populaire, c'est une très bonne initiative parce que ça renoue aussi avec même un certain... Là, c'est pas du capitalisme financier, c'était un certain idéal gaulliste de la participation pour toutes et tous à la santé de la société et à la prise des risques et des bénéfices. Par contre, on sera d'accord sur une chose, depuis Charles Pasqua, il n'y a plus aucune politique d'aménagement du territoire dans ce pays, où on a effectivement géré en technocrate et on n'a pas réfléchi au fait que la France n'était pas la France des métropoles, mais c'était une France diverse. Et c'est d'ailleurs pour ça
que j'étais et que je reste foncièrement opposé, par contre, à la privatisation des autoroutes. Christine Lavarde, on arrive bientôt au terme de ce débat. C'est vrai qu'il y a quand même des points d'inquiétude, notamment en ce qui concerne les secteurs qui sont concernés par ces privatisations. Ça a été rappelé, le domaine du jeu, c'est un domaine sensible avec des risques d'addiction. Est-ce que quand le texte arrivera au Sénat, il y aura des modifications justement sur ces thématiques précises? Alors, de toute façon, aujourd'hui, le secteur géré par la Française des Jeux est déjà un secteur qui est fortement régulé aujourd'hui, notamment par le ministère des Finances. Demain, il est prévu dans le projet de loi qu'une autorité de régulation, alors est-ce que ce sera l'Argel dans un périmètre élargi, est-ce que ce sera une nouvelle autorité de régulation? Mais le secteur ne sera pas laissé comme ça à la main du marché qui pourra édicter ces lois comme elle l'entend, puisqu'effectivement, je pense qu'on partage tous le souci que le secteur des jeux reste un secteur qui préserve les intérêts particuliers et notamment les risques d'addiction qu'il existe à ce type de pratique. Après, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la privatisation d'Engie et son problème sur les réseaux intelligents. Enfin, que je sache, Engie ne s'occupe pas vraiment de réseaux, c'est plutôt GRDF, donc ça n'aura pas de conséquences directes sur les réseaux intelligents. Et je pense que ces entreprises, elles ont le souci du développement durable, qu'elles soient privées ou publiques. Mais le gouvernement pourra compter sur le soutien de la majorité sénatoriale sur ce texte, a priori, Christine Lavarde? A priori déjà, puisque à l'initiative de la délégation aux entreprises et de deux sénateurs, les Républicains, nous avons débattu la semaine dernière d'un texte sur la transmission des entreprises. Donc effectivement, c'est les secteurs qui sont évoqués dans la loi Pacte, à savoir dynamiser l'économie, encourager les initiatives individuelles et introduire plus, alors vous me direz de libéralisme, je ne sais pas, un peu moins d'État peut-être dans la gestion de l'économie. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels les Républicains effectivement rejoindront la majorité. Eh bien, merci à vous Christine Lavarde, merci Gabriel Siry, merci Corentin Le Fur, merci Christophe Rameau d'être venu sur ce plateau. Je vous le disais en titre, veillée d'armes au Sénat. Avant l'examen de la loi Asile et Immigration, en pleine polémique sur l'Aquarius, le Sénat entend néanmoins durcir le projet de loi afin, je cite, de renforcer la lutte contre l'immigration illégale, mais aussi avec la volonté de mieux intégrer les étrangers dont la demande d'asile a été acceptée. Alors pour en parler, on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le président de la commission des lois, le sénateur LR, Philippe Bas. Oui, Philippe Bas, on va tout d'abord parler ensemble de la situation de l'Aquarius. Est-ce que cette crise montre le problème de la coordination européenne sur l'immigration, avec notamment le ministre allemand qui pose le ministre de l'Intérieur allemand qui pose un ultimatum à Angela Merkel. S'il n'y a pas de solution européenne, il menace de fermer les frontières. C'est exactement ça. Nous allons discuter d'une loi sur l'asile et l'immigration. Mais il y a une limite à ce qu'un pays peut faire tout seul. Il y a vraiment un grand réveil de l'Europe sur les questions migratoires qu'il faut provoquer. Les flux migratoires, c'est un phénomène du XXIe siècle qui est lié à la croissance de la population mondiale du XXe et qui fait qu'aujourd'hui, c'est en masse que la pression s'exerce aux frontières de l'Europe, avec les phénomènes humanitaires que vous avez décrits, mais aussi et surtout avec les tensions pour la cohésion sociale que cela implique. Et donc, il faut appeler à une négociation très forte au niveau européen pour renforcer les contrôles aux frontières et faire en sorte que les pays les plus vulnérables pour l'immigration, je pense à la Grèce, je pense aussi à l'Italie, soient suffisamment aidés parce que ce sont les postes avancés de la protection de toute l'Europe contre cette submersion par les flux migratoires. Et ça n'est pas seulement une question européenne, c'est une question mondiale. Nous avons aussi à nous montrer à la fois plus fermes et plus aidants pour les pays sources dont le développement n'est pas assez rapide et qui ne contrôlent pas les sorties de leur territoire et ne facilitent pas le retour sur leur propre territoire des migrants en situation irrégulière. Qu'est-ce que donc peut faire ce projet de loi si le problème, comme vous le dites, est à la fois européen, voire mondial, à part peut-être un certain nombre d'affichages politiques? C'est pas parce que c'est européen et mondial que c'est pas aussi français. Nous avons nos propres règles. Nous devons faire en sorte que les conditions d'entrée sur le territoire national soient plus restrictives, que les conditions d'éloignement des étrangers sans titre rendent cet éloignement plus effectif, que la fraude soit plus fermement combattue, mais aussi qu'il y ait dans cette politique une dimension humaine plus forte par une politique d'intégration, d'apprentissage de la langue, de formation des étrangers en situation régulière, cette fois, pour rentrer sur le marché de l'emploi dans de bonnes conditions, mais aussi de protection
sur les mesures d'éloignement, des femmes par exemple, face au risque de la traite, face au risque de sévices sexuels. Et nous avons proposé des amendements de protection, des amendements de politique d'intégration, aussi bien que des amendements pour faire en sorte que la politique migratoire soit plus sévère. Alors ça, c'est votre actualité pour demain, puisque le texte va être débattu à partir de demain après-midi dans l'hémicycle. Votre actualité du jour, eh bien, c'est ce colloque au Sénat sur la question de la dématérialisation de la justice. Quel impact sur l'accès à la justice pour le justiciable? Nicole Belloubet, notamment, on le sait, est très favorable au fait de pouvoir déposer des pré-plaintes en ligne. Pour elle, eh bien, c'est un élément facilitateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, c'est vraiment le grand problème du service public de la justice. Aujourd'hui, c'est l'embolie. 2 400 000 affaires civiles supplémentaires chaque année. Il faut pouvoir les traiter. Les moyens ne suivent pas. Les procédures, l'organisation ne sont pas assez claires, assez lisibles pour les Français. Il faut absolument qu'on fasse davantage de conciliation pour libérer les tribunaux d'affaires qui peuvent se régler en bonne intelligence entre les parties, avec un médiateur, avec un conciliateur. Et en même temps, il faut modifier nos pratiques. Dans toutes les administrations, la dématérialisation, ça existe. Alors le colloque, il y a des risques tout de même. Le forum parlementaire d'aujourd'hui, il est très important. Parce que, à côté de ça, si la justice n'a plus le monopole de la justice, excusez-moi de l'expression qui est un petit raccourci, eh bien il y a des risques parce que la justice, elle est normalement gratuite, elle est rendue par des magistrats qui sont inamovibles et indépendants, qui n'ont pas d'intérêt dans l'affaire. Et elle est faite en regardant votre cas personnel et non pas en travaillant à la chaîne avec des algorithmes, en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, si nous faisons ce forum, le premier forum parlementaire sur les legal tech, c'est comme ça qu'on appelle toutes ces techniques mises au service du droit, c'est pour trouver le bon équilibre. Et nous le rechercherons avec la garde des Sceaux. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Bas, d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam, et justement vous venez d'en parler, la dématérialisation de la justice a déjà débuté. L'objectif pour les chefs de l'État, c'est rendre la justice plus lisible pour le citoyen, mais aussi désengorger les tribunaux. Samia Dechir. Pour désengorger les tribunaux, le gouvernement veut dématérialiser la justice. Avant d'examiner le texte à la rentrée, le Sénat organisait ce matin un forum pour entendre les différents acteurs concernés. Parmi eux, des plateformes privées proposent déjà de régler des petits litiges à l'amiable via une procédure entièrement en ligne. Elles s'adressent par exemple aux locataires qui n'arrivent pas à récupérer leur caution au moment de déménager. Nous permettons, via une procédure entièrement en ligne, d'envoyer une lettre de mise en demeure au propriétaire, une lettre assez musclée et qui permet de résoudre plus de la moitié des litiges. Et si cette lettre n'est pas suivie des faits, nous permettons au justiciable de transmettre électroniquement son dossier à la juridiction, au tribunal d'instance, pour obtenir une audience puis un jugement. Aujourd'hui, ces plateformes ne sont pas régulées. La réforme de la justice pourrait donc, en quelque sorte, homologuer certaines d'entre elles. Pour les affaires nécessitant un jugement, le gouvernement prévoit aussi une procédure entièrement sur Internet. Le juge pourrait être saisi en ligne et statuer sans audience si les deux parties sont d'accord. Une perspective qui inquiète beaucoup d'avocats. On passe d'un juge de proximité à un juge qu'on va atteindre par une simple connexion. On aura des juges qui finalement rendront des jugements sans audience. On aura également des juges qui prendront attache avec les avocats de manière dématérialisée par visioconférence. Donc l'office du juge finalement ne sera replié que sur des questions très techniques. Autre inquiétude des avocats face à une justice dématérialisée, la fracture numérique. 12% des Français n'ont pas ou peu d'accès à Internet. Et Louis Bourré, président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Louis Bourré. Bonjour Saveria Rojek. Alors pour qu'on comprenne bien, la legal tech, la technologie au service de la justice, qu'est-ce que c'est et surtout en quoi ça va changer le fonctionnement de la justice? Alors en fait, sous le panneau legal tech, il y a plusieurs choses assez différentes. Et si on veut essayer de clarifier et de simplifier les choses, il y a deux grandes formes de legal tech. Il y a celle qui simplement facilite les échanges entre deux personnes physiques, deux êtres humains. Il y a un être humain de chaque côté du poste, de l'ordinateur, de l'Internet, et l'outil fourni
facilite cette communication entre ces deux personnes qui ne se voient pas, qui communiquent par voie numérique, mais il y a bien 2 personnes humaines à chaque bout. Ça, c'est un outil de fluidification de la justice et de fluidification des problématiques juridiques. Donc on dématérialise la justice. On ne dématérialise pas complètement la justice parce qu'il y a bien un juge d'un côté et un justiciable de l'autre. Le juge n'est pas dématérialisé, le justiciable non plus. Alors que la seconde forme de Legal Tech, qui est très différente, propose de fournir un logiciel avec un algorithme qui est censé donner une solution aux problèmes juridiques, donner une solution au litige. Et là, il y a une véritable dématérialisation de la justice, parce qu'il n'y a plus d'être humain, c'est le logiciel, l'algorithme qui va répondre. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple concret ? Eh bien, vous voulez divorcer, vous vous demandez quelles prestations compensatoires vous pouvez obtenir, vous interrogez le logiciel X, et le logiciel X va, en prenant en compte un certain nombre de paramètres, les revenus de votre adversaire, vos revenus, l'âge de l'adversaire, son âge, toute une série de paramètres qui sont pris en compte par les juges au moment de leur décision, vous dire qu'en moyenne, la prestation compensatoire dans votre situation est de temps. Donc, tous ces outils vont réellement faciliter l'accès du plus grand nombre à la justice. Les outils du premier type, oui. Les outils du premier type, en facilitant la communication, vont fluidifier les choses. Ceci étant dit, pour certaines choses, rien ne remplace quand même le contact humain direct. Avoir 2 personnes face à face comme nous le sommes en ce moment même sur ce plateau, je trouve que c'est quand même plus agréable que si nous parlions par Internet interposé. Donc pour certaines problématiques très sensibles, par exemple un procès d'assises, à mon avis, ne sera jamais numérisé. Ça n'a aucun sens. Pour un procès d'assises, il faut des jurés, il faut des juges, il faut un procureur, il faut un avocat et il faut un accusé. Et tout ça dans une salle d'audience. Mais pour des petits litiges, des litiges à enjeux plus faibles, même s'ils ont des enjeux importants pour les justiciables, là, le numérique peut faciliter les choses, fluidifier les choses. C'est en ce sens que ça peut permettre en partie de désengorger les tribunaux. Exactement. La saisine sera plus simple, le traitement sera plus simple. Pour informer le justiciable de l'évolution de la procédure, il n'y aura plus à mobiliser un greffier ou un personnel d'accueil, mais le justiciable aura l'information en direct sur le site de la juridiction. Donc ça rendra la justice effectivement plus simple et plus accessible. Et de quelle façon ces legal tech, dont on parle donc beaucoup, vont s'insérer dans la réforme de la justice que prépare aujourd'hui le gouvernement ? Alors le gouvernement a justement pour projet d'utiliser, de numériser beaucoup les procédures. Il y a déjà une part de numérisation, mais il veut aller plus loin dans la numérisation. Et ça, en cela, c'est du numérique dans la justice, mais ça sera une opération publique. Ce ne sera pas véritablement une legal tech privée qui vendra aux justiciables ou au gouvernement une solution, mais ce sera le gouvernement qui mettra en place, après un investissement évidemment de deniers publics, un appareillage technique qui sera gratuitement accessible aux justiciables. Comment assurer l'égal accès de tous à ces nouveaux outils ? C'est une véritable question, parce qu'on sait qu'en France, il y a une fracture numérique. Tout le monde n'a pas le même accès ou la même facilité avec les outils numériques. Et donc, il y a un véritable risque que certains puissent manier ces outils très facilement, alors que d'autres auront beaucoup de difficultés. Mais je crois que dans le projet de gouvernement, un certain nombre de mesures sont mises en place pour aider les gens, pour les guider, pour faciliter leur utilisation de l'outil numérique. Louis Boré, quel va être l'impact de ces legal tech et également de tous ces changements sur le travail des magistrats ? Est-ce que c'est une concurrence ou au contraire, est-ce qu'il faut le voir comme une complémentarité du travail des magistrats ? Ça, c'est une excellente question. Tout dépend comment ils prendront l'outil, tout dépend comment ils l'utiliseront. Connaissant les magistrats, connaissant leur attachement à leur indépendance, qui est fondamentale, je ne les vois pas se placer sous la dictature ou sous l'emprise absolue d'un logiciel qui leur dira, eh bien voilà, la moyenne des prestations compensatoires dont on parlait tout à l'heure, c'est de temps, donc il faut que vous prononciez une condamnation de temps, sinon vous sortez des clous. Si vous donnez plus, on va vous demander mais pourquoi vous avez donné plus ? Et si vous donnez moins, on va vous dire vous n'avez quand même pas été très généreux, vous avez donné moins. Ce qui peut quand même créer une forme de pression psychologique sur l'indépendance des magistrats. Mais d'abord, je pense que les outils pour l'instant ne sont pas suffisamment perfectionnés pour donner une réponse véritablement opérationnelle. Et à supposer même qu'ils deviennent un jour suffisamment perfectionnés pour donner cette réponse, je pense que les magistrats demeureront toujours attachés à leur indépendance et que, quitte à motiver plus leurs décisions,
ils n'hésiteront pas à s'écarter du modèle pour donner plus ou moins en fonction des circonstances de l'espèce. Mais ces outils sont là pour les aider, pour leur faciliter le travail, justement. Oui, mais le risque, c'est le risque de la paresse. C'est-à-dire, c'est le risque que ça les aide tellement qu'il suffise qu'ils appuient sur un bouton pour avoir leur décision et pour, à ce moment-là, ne plus travailler. Les aider, c'est très bien. Ça leur donnera effectivement une image de ce qu'est la pratique générale dans telle ou telle région, dans telle ou telle juridiction. Mais c'est quand même à utiliser avec précaution et avec prudence. Alors vous venez d'évoquer le rôle de la régulation, du régulateur, la puissance publique. Quel doit être le rôle de l'État, de la puissance publique dans l'utilisation de ces legal tech? À mon avis, il faut un régulateur de tout ça? Évidemment oui. Évidemment oui. S'il y a un domaine dans lequel il faut réguler, c'est quand même le domaine de la justice. Parce que l'État en France est historiquement, d'abord et avant tout, un État justicier. L'État français s'est construit sur sa justice. Ensuite, il a fait beaucoup d'autres choses, mais la colonne vertébrale de l'État français, ça a été de rendre la justice pour tous les sujets du roi à l'époque et pour tous les citoyens aujourd'hui, de façon égalitaire. Donc pas d'autorégulation du secteur. On sait que les nouvelles technologies sont justement un domaine dans lequel l'autorégulation domine. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et les enjeux sont tels. Il y a quand même un enjeu régalien, un enjeu de souveraineté, un enjeu de démocratie aussi, parce que le juge, il applique la loi. On ne peut pas mettre ça uniquement entre les mains d'opérateurs privés. Le rôle de l'État doit rester central. Très bien, merci beaucoup. Merci Louis Boré d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt sur notre antenne. Le divorce est donc consommé entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels. Après plusieurs semaines de crise ouverte, la numéro 2 du parti a été limogée hier soir. Elle sera remplacée par Jean Leonetti. Les explications de Jordan Klein. Tout est parti de cette interview dans Le Parisien. J'ai cru à la volonté de Laurent Wauquiez de rassembler. Voilà les mots de Virginie Calmels, la désormais ancienne vice-présidente des Républicains. Car hier soir, le couperet tombe. Dans un communiqué, les LR décident de nommer Jean Leonetti. Le nom de la proche d'Alain Juppé n'est même pas cité. Les troupes de Laurent Wauquiez critiquent son manque de solidarité. Nous ne sommes pas du tout favorables à une uniformité. Nous ne demandons pas une unité de pensée. Et si Virginie Calmels était devenue numéro 2, c'est bien parce que Laurent Wauquiez est soucieux du respect des sensibilités et soucieux de la complémentarité. Et ce qui a été tranché, ce n'est pas la ligne politique, c'est la méthode de travail. Est-ce que vous pouvez laisser passer? Ce matin, Valérie Pécresse, figure d'un courant plus modéré chez les LR, mais aussi sérieuse rivale de Laurent Wauquiez, présente ses propositions pour l'Europe devant une foule de journalistes. Outre les questions de fond, c'est un regard soucieux qu'elle porte sur l'éviction de l'ex-vice-présidente. Je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Je cite souvent Nicolas Sarkozy dans une phrase qui est, à mon avis, la clé de toute la politique. Quand on se rétrécit, on perd. Quand on s'élargit, on gagne. La guerre des chefs, c'est bien quand on est très puissant que le pouvoir est à portée de main. Dans l'état dans lequel on est, je ne sais pas ce qui est à portée de main. Un limogeage qui ajoute un nom de plus à la liste déjà longue des LR ou anciens LR qui ont fait défection à Laurent Wauquiez. Certains se placent même désormais en opposant au sein même des Républicains. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Nathalie Mauret, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA. Jannick Halimi est également avec nous, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Emmanuel Rivière est également sur ce plateau, bonjour. Directeur général de l'Institut Cantar-Sofres. Et puis Laurent Deboissieu, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à La Croix, spécialiste justement de la droite. Première question pour vous, Jannick Halimi, puisqu'on voit tout est parti de cette interview du Parisien, même si, on l'a dit, la crise était latente, plus ou moins ouverte déjà, entre Virginie Calmels et Laurent Wauquiez. On a entendu Geoffroy Didier dire ce qui a été tranché, finalement, ce n'est pas la ligne politique, mais plutôt la méthode. C'était vraiment la méthode de Virginie Calmels qui dérangeait, selon vous? Sauf que Virginie Calmels, elle aussi, s'est opposée sur la méthode avant de s'opposer sur le fond, parce que Virginie Calmels, comme d'autres,
au sein des Républicains, critiqué le fait que de plus en plus, Laurent Wauquiez travaille seul. Il a recomposé tout l'état-major de son parti il y a quelques semaines en mettant des hommes et des femmes à sa main. Et pour prendre le dernier exemple du tract qui a provoqué déjà des tiraillements et des cris d'orfraie des uns et des autres plus ou moins explicites sur la place publique et beaucoup en coulisses, c'est que ce tract n'avait pas fait l'objet d'un débat entre guillemets démocratique au sein des instances et puis d'un débat de fond. Donc l'argument de Geoffroy Didier peut tout à fait se retourner contre Laurent Wauquiez lui-même. Ouais, Nathalie Moret, c'était prévisible finalement que ces deux lignes, à la fois sarkozystes, juppéistes, n'arrivent pas à cohabiter au sein des LR. C'était prévisible. En tous les cas, ce divorce devenait inéluctable. En revanche, ce qui s'est passé cette semaine, j'avoue que c'est peut-être un petit peu difficile que ça tombe là maintenant, parce que depuis la réunion de mardi dernier où il y a eu un clash au sein des Républicains, il y a une partie de l'entourage de Laurent Wauquiez qui a essayé de recoller les morceaux, parce qu'effectivement, Virginie Calmels, depuis le début, elle est une caution importante. Et pour Laurent Wauquiez, c'était important de l'avoir à ses côtés. Donc effectivement, il y a une partie de l'entourage de Wauquiez qui a essayé de recoller les morceaux en disant, bon, certes, il y a un problème de méthode dans le fonctionnement des Républicains, mais on va essayer tous ensemble de travailler main dans la main. C'était, semble-t-il, ce qui allait se passer. Et effectivement, ça allait, semblait d'être à peu près, ça allait mieux, sauf que tout le monde a découvert l'interview dans Le Parisien et tout le monde est tombé de sa chaise, effectivement. Donc oui, maintenant, c'est inéluctable. Le tout, c'est de savoir maintenant ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va quitter les Républicains ou est-ce qu'elle va rester militante au sein des Républicains? C'est la vraie question. Laurent de Boissieu. Oui, on parle de limogeage. Il faut tout de même souligner que Virginie Calmels a organisé sa rupture. Elle savait très bien, quand on entend les propos qu'elle a tenus dans Le Parisien, c'est surtout ceux où elle critique un peu un discours extrémiste pour faire peur. C'est plus ça, à la limite, que le fait que Laurent Wauquiez ne rassemble pas, qui a provoqué ça. Il y a un autre problème, c'est que Virginie Calmels, tout le monde le sait bien, elle voulait être tête de liste aux européennes. Et là, le problème pour le LR, c'est que LR ne voulait pas que la tête de liste LR aux européennes soit une personne qui incarne cette aile modérée, par crainte que ça ouvre un boulevard au Rassemblement national, ex-FN, ou aux autres listes debout la France, à droite de la droite, au détriment de ce qui reste de l'électorat LR. Alors Virginie Calmels, pourtant, elle a toujours revendiqué sa liberté de parole. Je vous propose, avant de nous faire réagir, Emmanuel Rivière, de réécouter, c'était lors de notre émission, l'épreuve de vérité du 11 juin. Moi, je crois que la droite ne se reconstruira que si elle est rassemblée, qu'elle marche sur ses deux jambes, je l'ai dit, les libéraux et les conservateurs, également ces deux autres jambes que sont le régalien et l'économique. C'est ce à quoi j'aspire. Et si on personnalise, est-ce que vous pensez... c'est ce que je m'efforcerai de porter et de faire au maximum de mes possibilités. Vous pensez que Laurent Wauquiez est capable, justement, sur vos arguments, là, que vous venez de rappeler... De marcher sur ses deux jambes. De marcher sur ses deux jambes et de redresser la droite. Oui ou non? Est-ce que vous avez des doutes? J'y aspire. Je pense que c'est la seule solution. Sinon, nous aurons Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen, dont tout le monde parle aujourd'hui. Et donc, moi, je ne veux pas de cette porosité avec le Front National. Je pense que nous avons un chemin. Il est clair. Il n'est ni proche de Macron, ni proche de Le Pen. Et c'est ce que je m'évertuerai à mon niveau de continuer à porter mes convictions et le fait que cette droite doit être rassemblée. Je ne suis pas une diviseuse. On entend Virginie Calmels dire « je ne suis pas une diviseuse ». Elle a quand même joué justement avec le feu, selon vous, Emmanuel Rivière. À vrai dire, je ne crois pas que Virginie Calmels ait joué autre chose qu'une question de choix personnel par rapport à des convictions ou une trajectoire. La question, sans lui faire injure, dépasse largement le sort de Virginie Calmels. C'est celui de, elle et celle, cette question du positionnement de cet espace politique que l'UMP incarnait, que les Républicains veulent incarner aujourd'hui, et qui est complètement chahuté, principalement en France, mais pas uniquement en France. On a beaucoup commenté les crises de la social-démocratie en Europe. Je pense qu'on peut aussi s'intéresser, d'ailleurs on n'a pas attendu ce jour pour le faire, aux crises de la démocratie, de la démocratie chrétienne en Europe, ou de ses incarnations. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en République tchèque, en Autriche, on voit bien que c'est aussi une famille politique qui est chahutée. Et c'est là où effectivement la question de marcher sur ses deux jambes, qui était le pari
de la création de l'UMP, ça pose un problème parce que pour pouvoir marcher sur ces deux jambes, il faut que sur chacune de ces deux jambes, on dispose d'une assise électorale. Sinon, l'édifice ne tient pas. Et c'est ça qui a disparu au cours des dernières années. Jannick Halimi, c'est vrai que ça pose le problème de cette base électorale. Aujourd'hui, on voit que le parti LR se cherche toujours finalement entre ces deux jambes. Moi, je dirais ces trois jambes. C'est quand même les fameuses trois droites de René Raymond. Et puis, de façon plus actuelle, les trois candidats aux primaires des Républicains. Le sarkozysme, le juppéisme et le fillonisme. Donc, Laurent Wauquiez, on pouvait estimer qu'il avait une cohérence au début, indépendamment de l'individu qui a toujours clivé, en voulant, au regard de la vague macroniste, qui a quand même pompé, attiré, vampirisé beaucoup de juppéistes, pas tous, puisque Valérie Pécresse s'y trouve, Madame Virginie Calmez s'y trouve aussi au sein des LR. On pouvait estimer que le positionnement un peu plus régalien et identitaire de Laurent Wauquiez pouvait être cohérent. Mais il s'instituait aussi comme étant le rassembleur, d'où la nomination de Virginie Calmez comme vice-président. Sauf qu'il n'a eu de cesse, notamment depuis l'histoire de l'école de Lyon du management, de prendre à rebousse-poil de façon individuelle et frontale des sommités, des stars, des ténors qui restent des ténors, même s'ils se sont écartés de la scène politique nationale, comme Alain Juppé, qu'il a critiqué pour avoir vidé les caisses de l'État, Nicolas Sarkozy, qui reste, on le voit quand même, dans la coulisse. Justement, Jannick Halimi, puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, on va l'écouter, parce qu'il n'a pas manqué de réagir justement au limogeage de Virginie Calmez. Écoutez. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Moi, je ne peux dire qu'une seule chose. J'aimerais que tout le monde comprenne cette idée simple, que sans le rassemblement, rien n'est possible. Et qu'il faut se rassembler. Voilà. Sans rassemblement, rien n'est possible, nous rappelle Nicolas Sarkozy, une fois de plus. Oui. C'est une pique directement adressée à Laurent Wauquiez. Effectivement, Nicolas Sarkozy, qui reste dans la coulisse, qui est quand même assez lesté par ses affaires judiciaires, il n'aurait pas eu ses affaires judiciaires, je n'aurais pas juré de son non-retour. Mais en tout cas, Nicolas Sarkozy ne supporte plus Laurent Wauquiez. Il avait peut-être espéré un moment au début, il l'a aidé à se faire élire à la présidence, l'instrumentaliser avec l'histoire du management où Laurent Wauquiez avait dit, susurré que Nicolas Sarkozy espionnait ses ministres en Conseil des ministres. C'est la rupture et Nicolas Sarkozy n'a de cesse lui aussi de tirer quelques ficelles. Il pousse par exemple dans la coulisse, Laurent Wauquiez à prendre la tête de la liste des européennes. Or c'est un baiser qui tue parce que Nicolas Sarkozy est convaincu que les LR ne l'emporteront pas. Donc c'est une façon aussi de donner un coup de pioche, premier coup de pioche à la tombe de Laurent Wauquiez. Donc Laurent Wauquiez s'est coupé de tous les leaders. Est-ce qu'il peut encore rester, Laurent Wauquiez, Nathalie Mouret, on voit est-ce qu'il peut encore rester à la tête du parti? On voit que cette question va certainement se poser rapidement. Oui, non seulement il peut rester, mais il va rester et il s'inscrit dans le temps long. Là, manifestement, il est assez perturbé, effectivement, de voir autant de brouillage comme ça autour de lui. Mais oui, il va rester, il s'inscrit dans le temps long. Il est persuadé que sa tactique est la bonne. Il est persuadé qu'effectivement, il incarnera une droite régalienne forte et il parie sur, effectivement, la défaite d'Emmanuel Macron. Moi, je pense quand même que c'est assez ténu comme pari, puisqu'on peut se poser la question de sa base électorale. Puisque le centre droit, il est chez Macron, la droite dure, elle est en partie chez le Front National, qui depuis qu'il s'appelle le Rassemblement National est un petit peu plus, j'allais dire, bankable, en tous les cas qui fait moins peur. Donc on peut se demander si sa base électorale n'est pas en train de se rétrécir. Donc c'est son pari, on verra. Sur le temps long, encore une fois, s'il réussit ou pas. Parce que finalement, Virginie Calmez, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais on voit aussi, je pense à Bruno Retailleau, certains parlementaires qui en coulisses aussi, qui représentent, on parlait de ces trois courants, sarkozystes, juppéistes, fillonistes, qui aussi s'activent pour peut-être émerger le moment venu, Laurent Desboissier. Oui, tout le monde se positionne, tout le monde attend un peu en effet la chute, la faute de Laurent Wauquiez, mais il n'y a aucune raison que Laurent Wauquiez, en effet, ne reste pas président de LR. Rien, en tout cas, ne peut le forcer à en démissionner. Sur le plan électoral, en effet, il y a depuis toujours à droite une question, est-ce que stratégiquement on revient au pouvoir en reconquérant les électeurs du centre ou les électeurs qui sont partis plus vers la droite, vers l'extrême droite. Quand il y avait François Bayrou au centre, il n'y avait pas grand-chose entre le PS
Et la droite pouvait se dire qu'il y avait une reconquête possible de ce côté-là. Aujourd'hui, où Macron bétonne, gèle l'électorat centriste jusqu'au centre droit, avec un Premier ministre quand même qui était membre de LR autrefois, et ben finalement, ça conforte plutôt la stratégie de Laurent Wauquiez, qui est de dire que les électeurs que LR peut retrouver, ce sont plus ceux qui sont attirés ou qui ont été attirés par le FN, surtout après la présidentielle, qui a été mauvaise en voix, mais qui en termes d'image a été mauvaise pour Marine Le Pen. Emmanuel Rivière, est-ce que ça impacte son image aussi dans les enquêtes d'opinion? Laurent Wauquiez, on voit que Virginie Calmès lui a reproché son autoritarisme, sa droitisation. Ce serait déjà, je pense, bien pour Laurent Wauquiez que ce soit finalement si impactant sur son image. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'a pas vraiment une image très construite. Et d'ailleurs, c'est ça qui est sidérant dans cette affaire, c'est que tous les gens qu'on a vus dans votre sujet, pour la plupart des Français, sont des quasi-inconnus. Ils savent qui c'est, mais ils n'ont pas une histoire avec eux. Et en fait, c'est là où ce qu'a dit Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait vrai. Il le sait d'ailleurs très bien, il est bien placé pour le savoir. La pierre angulaire de la construction de cet espace politique et de cette famille politique, c'est pas le rassemblement, c'est le leadership. Or, il se trouve que là, pour un certain nombre de raisons, on ne va pas les détailler là, la période 2012-2017 n'a pas fait émerger un leadership. Il y a eu un leader de la droite pendant 3 mois, ça a été François Fillon. Il a vraiment exercé ce leadership. D'ailleurs, les électeurs le lui ont témoigné. Et puis on sort de là, il n'y a plus du tout de leader, parce que c'est la présidentielle, qu'on la gagne ou qu'on la perde d'ailleurs, qui fabrique des leaders. Et voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et en même temps, il n'y a pas de leader pour lui faire concurrence. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a manqué à Laurent Wauquiez, c'est que ce soit au terme d'un vrai combat qu'il s'empare des Républicains. Ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui est frappant. Ça ne s'applique pas d'ailleurs qu'aux Républicains. Les 2 grands partis sont dans un problème de leadership. Ouais. On a vu que le problème, entre guillemets, de Virginie Calmès a été bien réglé. Elle a été limogée. On voit aussi peut-être un nouveau problème qui émerge avec Valérie Pécresse, Jeanne Canini. Valérie Pécresse n'est pas un nouveau problème. Hein, donc, et d'ailleurs, pour le moment, il n'y a aucun rapprochement, aucune tentative de rapprochement entre Valérie Pécresse et Virginie Calmès. C'est une initiative très individuelle de la part de Virginie Calmès, donc Valérie Pécresse reste tout à fait comment dire, potentiellement une rivale pour Laurent Wauquiez. Elle reste, contrairement à Xavier Bertrand, au sein des Républicains. En revanche, je voudrais peut-être mettre un bémol sur ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, juridiquement, rien n'empêche Laurent Wauquiez de rester à la tête des Républicains, sauf que le long terme, pour moi, il peut s'arrêter. En tout cas, c'est un des éléments clés, je pense, de ce long terme dont vous parlez, ce sont les élections européennes. Les élections européennes, ça pose 2 problèmes à Laurent Wauquiez. C'est que la ligne de Laurent Wauquiez sur l'Europe, c'est là où ça fait un énorme problème, parce qu'autant il peut peut-être rassembler d'une façon ou d'une autre. Ça a été quand même le cas de l'UMP, même avec un discours un peu plus identitaire que, bien évidemment, les aujourd'hui Valérie Pécresse qui présentait d'ailleurs cette proposition. Voilà, et même, vous parliez de François Fillon et de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, qui, lui, n'est pas dans l'opposition frontale, mais enfin qui distille aussi de son discours, qui estime qu'il n'y a pas de débat et qu'il n'y a pas assez de débat au sein des Républicains. Une de ses lignes, lui, de crête, c'est qui est très européen, dans la droite ligne de Fillon. Il demande à Laurent Wauquiez d'éclaircir sa ligne et plutôt de la rendre beaucoup plus européophile qu'elle ne l'est. Je trouve la ligne de Bruno Retailleau beaucoup moins pro-européenne que Laurent Wauquiez. Le plus européen, c'est Valérie Pécresse. En gros, c'est une européenne actuelle, en réformant un petit peu, mais c'est en gros ce qu'a toujours proposé à droite jusque-là. En revanche, Retailleau, il veut une Europe à géométrie variable. En revenant en arrière, il veut beaucoup plus de souveraineté que Wauquiez, qui veut moins d'Europe au niveau de la marché unique de l'ensemble des pays européens, mais davantage d'Europe pour un union dure. Donc Retailleau, je le vois beaucoup plus eurosceptique que Laurent Wauquiez. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ils ne sont pas sur la même ligne. Il y a même des aspects très fédéralistes sur certains aspects. Bruno Retailleau. C'est un hasard du calendrier, mais c'est ce soir aussi que Laurent Wauquiez rencontre les membres de Sens Commun. Ça tombe plutôt mal pour lui? Ça tombe très mal pour lui, et son entourage est d'ailleurs assez gêné de cette collusion dans le calendrier, puisqu'effectivement, Sens Commun, c'est la version la plus à droite, en tous les cas la plus traditionnelle, la plus conservatrice du Parti Les Républicains. Et effectivement, d'avoir le jour où on perd sa figure, j'allais dire, la plus libérale, être accueilli à Lyon par Sens Commun, c'est effectivement pas ce qu'on pourrait rêver de mieux pour essayer de rassembler et d'incarner enfin une figure de rassemblement. Ouais. Emmanuel Rivière, il se retrouve isolé finalement, vous diriez ça, Laurent Wauquiez, aujourd'hui?
Il se retrouve isolé, ça reflète en fait l'espace politique des Républicains qui s'est rétréci. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un excellent calcul, celui dont Laurent Boissieu faisait état, de se dire que c'est plus facile d'aller reconquérir des électeurs du Front National que chez En Marche. Parce que, en général, le plus grand pourvoyeur d'électeurs pour ses adversaires, c'est celui qui est au pouvoir quand il déçoit. Un électeur du Front National déçu, ça ne va jamais fabriquer un électeur républicain, s'il est déçu d'Emmanuel Macron, hein, je veux dire. Un électeur En Marche déçu d'Emmanuel Macron, oui, ça peut fabriquer un électeur pour les Républicains. Mais la vérité, c'est effectivement, il y a un espace qui s'est considérablement rétréci. Jeannick Halimi évoquait les trois droites de René Raymond, la droite orléaniste, assez incarné par Emmanuel Macron aujourd'hui, libéral. Ou Juppé, mais je trouve que c'est Emmanuel Macron qui représente aujourd'hui dans l'espace politique. Pas officiellement à droite. Vous avez la ligne légitimiste dont s'est emparé sur un certain nombre de dimensions, pas toutes le Front National, mais une Front National version Marion, enfin le Rassemblement National version Marion Maréchal pourrait incarner un peu ça. Il se trouve que la ligne bonapartiste, d'abord, on n'interroge pas assez son avenir et l'existence d'un héritage possible pour le gaullisme aujourd'hui. Je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait beaucoup d'espace. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron l'occupe aussi. C'est peut-être ça ce qui fait aussi du mal à Laurent Wauquiez. Ouais. C'est finalement, vous me faites la transition, Emmanuel Rivière, sur justement ce départ de Virginie Calmette. Ça profite aussi forcément à La République En Marche, Laurent Boissieu. Ça profite à La République En Marche dans le sens où ça enlève un peu le symbole de ce qui restait un peu du centre-droit visible, en tous les cas dans la direction, dans l'équipe dirigeante de LR. La question pour LR, c'est est-ce qu'il y a un espace pour une autre droite qui ne soit pas La République En Marche, qui incarne une autre droite que la droite Wauquiez. C'est un peu compliqué, c'est ce que certains essaient de faire naître, mais... Aujourd'hui, en effet, au sein de LR, cette aile modérée, finalement, mise à part Valérie Pécresse, mais elle est en marge de la direction, il n'y a plus personne qui l'incarne. Ceci dit, il faut savoir combien elle pèse au sein de l'appareil. Les militants sont quand même, a priori, assez à droite. On l'a vu au moment de la primaire, entre la différence entre l'électorat et les sympathisants LR. On l'a vu à chaque scrutin interne, on le voit. Nathalie Mouret, vous évoquiez cette question. Que va-t-il se passer maintenant pour Virginie Calmette? Va-t-elle quitter le parti ou en être exclue? Ça va se décider rapidement, vous pensez? Oui, elle va sans doute l'annoncer ce soir. Mais le problème de Virginie Calmette, c'est que ce qui se passe aujourd'hui est un épiphénomène puisqu'elle n'a pas de troupe. Elle n'a aucun député, aucun parlementaire derrière elle. Elle n'a pas de courant. Elle a un courant. Elle a tenté de construire un courant, mais où clairement il y a à peu près qu'elle qui le représente. Donc effectivement, il va falloir qu'elle se trouve vite une porte de sortie, parce qu'autrement, politiquement, elle existe déjà assez peu, mais si elle ne trouve pas une maison pour l'accueillir, elle n'existera bientôt plus du tout. Oui. Comment la droite peut-elle se sortir de cette nouvelle crise, Jeannick Halimi? Vous voulez dire la droite, les partis LR? Ouh là là, mais ça va être très très compliqué, parce que pour tout ce qui a été dit, son côté libéral centre-droit est occupé par En Marche aujourd'hui. Il va être probablement de plus en plus occupé par Marion Maréchal et ou Marine Le Pen. Le mouvement national n'a pas du tout chuté. On voit dans les sondages que malgré la mauvaise prestation de Marine Le Pen, reste à un étiage assez élevé. Donc ça va être extrêmement compliqué, d'autant plus que pervers. Emmanuel Macron, par la voix de certains de ses communicants, notamment Olivia Grégoire ce matin, qui est porte-parole du groupe, un des porte-parole du groupe La République En Marche, appelait à la création, à l'émergence d'une opposition de droite. Donc c'est une façon aussi de renforcer l'éclatement de la droite incarnée par Laurent Wauquiez aujourd'hui. Et donc la bombe à fragmentation d'Emmanuel Macron continue à faire sentir ses effets. Nathalie Mouret, on n'en sort jamais de cette discussion sur cette identité de droite, sur ces trois lignes qui partagent le parti? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, depuis que Laurent Wauquiez est à la tête des Républicains, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de travail. On voit bien que tout ce qui se passe et tout ce qui sort comme matériaux politiques, c'est décidé par 2 ou 3 personnes dans un conclave. Et effectivement, le reste, comme ce qui va arriver à la fin du mois... Malgré les consultations de militants qui ont été organisées, ça honnêtement, c'est des ersatz de consultation. Et pour l'instant, il n'y a pas de travail sur le fond. C'est ça le vrai problème des Républicains. Ils ne produisent pas de doctrine. Ceci dit, parfois, on a tendance peut-être à augmenter des oppositions. C'est-à-dire qu'il y a une opposition de forme qui est très forte, mais je n'ai pas entendu Virginie Calmette ou Valérie Pécresse, un petit peu sur l'Europe, mais sur des points très précis,
sur la ligne, sur la sécurité, sur l'identité, concrètement, en quoi, mais sur des propositions très concrètes. Elle se démarque de Laurent Wauquiez. Elle se démarque sur la forme. Laurent Wauquiez fait ce que Nicolas Sarkozy appelait autrefois du gros rouge qui tâche, pour attirer les électeurs frontistes, d'extrême droite. Mais concrètement, très souvent en grattant, on leur pose la question, sur quoi ils s'opposent, et au contraire, ils vont dire, non, moi aussi je suis ferme sur le régalien. Et on ne va pas trouver une proposition concrète de différence entre ces personnalités. Eh bien, merci. Merci à vous pour vos analyses respectives. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Invité aujourd'hui, Philippe Pemezec, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Alors, à l'heure de la loi Elan pour le logement, il revendique sa méthode en matière d'urbanisme. Elle lui a permis de transformer le Plessis-Robinson, ville dont il a été maire. Avant d'en parler avec lui, voyez ce reportage de Clément Perrault. On appelait cela les banlieues rouges, bastions communistes en petite couronne parisienne. Le Plessis-Robinson avait son stade Yuri-Gargarine, son avenue Jacques Duclos, son groupe scolaire Maurice Thorez et ses 73% de logements sociaux. De ce passé, il a voulu faire table rase. Élu maire en 1989, Philippe Pemezec des Républicains l'est resté jusqu'à son élection comme sénateur des Hauts-de-Seine l'année dernière. Changer de fond en comble l'aménagement urbain, repenser le vivre ensemble en banlieue, c'est son combat politique. On a rasé beaucoup des logements sociaux, on a reconstruit des beaux logements sociaux, parce que ce que je veux aussi, c'est que tout le monde ait droit au beau, y compris les gens modestes, et surtout les gens modestes, parce que je suis moi-même d'origine modeste, donc mes parents étaient ouvriers, et donc j'ai toujours vécu dans des logements pas forcément toujours terribles. Exemple de ces aménagements, la Cité Jardin. 1400 logements, dont 250 sociaux. Construit il y a 10 ans, la rupture urbanistique avec les cités dortoirs est manifeste. 5 étages maximum et des espaces verts aménagés. Ici, on pêche en bas des immeubles. Des carpes, des gardons, il y a des très gros brochets. Il y a là, à ce moment-là, dans ce trou-là, qui fait 4 mètres de profondeur. Vous avez des carpes qui font 15 kilos. Construits sur les débris des barres d'immeubles, ces logements obéissent à ce que l'on appelle l'architecture douce. Le mot douce, c'est par opposition à l'architecture brutaliste. Donc l'idée, c'est plutôt de s'intégrer en douceur par rapport à l'urbanisme, puisque construire, c'est un acte assez violent, si vous voulez, c'est introduire du béton dans un espace. Juste à côté, le centre-ville a lui été construit ex nihilo dans l'esprit un peu carte postale d'un village typique. Même logique pour le marché, Philippe Pemezec veut que les habitants des banlieues puissent retrouver ce qu'il aime appeler le petit village que chacun a au fond de son cœur. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent comme architecture, ils veulent de l'architecture qui rassure, qui soit quelque chose qu'ils connaissent. Des maisons avec des toits, avec des bossages, des bandeaux, des corbeaux sous les balcons. Entre toutes ces nouvelles constructions, certains bâtiments de l'époque communiste ont pourtant survécu. Voici par exemple la cité d'Artagnan, où Ali a emménagé en 1989, l'année de la première élection de Philippe Pemezec. À l'époque, le Plessis-Robinson était une banlieue populaire, mais au fil des ans, Ali a vu de sa fenêtre la population se transformer. Dès qu'on construit comme ça du nouveau, vu le prix du mètre carré, on amène des populations nouvelles, des populations jeunes d'ailleurs, populations jeunes, mais de classe moyenne aisée, avec des enfants. Ça a modifié la composition sociale de la ville, c'est très clair. Néanmoins, le Plessis-Robinson a conservé 42% de logements sociaux. À l'heure où le gouvernement, avec le projet de loi Elan, veut repenser cet habitat, Philippe Pemezec plaide pour que les maires gardent un maximum de prérogatives. C'est le maire qui connaît bien l'équilibre des quartiers, l'équilibre d'une cage d'escalier, l'équilibre sociologique d'une ville. C'est le maire qui sent ça. Et on va aller confier ça au territoire. Qu'est-ce que le territoire il connaît de ce qui se passe au Plessis, à Bagneux, à Malakoff ou ailleurs? Un avis partagé par l'actuel maire du Plessis-Robinson, Jacques Perrin, qui craint que l'État ne réitère des erreurs du passé. Nous, notre but, c'est cette mixité. Et dans l'apport que si l'ensemble des attributions partent totalement à l'extérieur, par une méconnaissance du terrain, à force, on risque de nouveau de faire, je ne dis pas que ça va être fait, mais on risque de nouveau d'avoir des ghettos. Les élus du Plessis-Robinson plaident également pour qu'au-delà des minimums de logements sociaux prévus dans la loi SRU, l'État fixe à contrario des plafonds de logements sociaux pour garantir, selon eux, une meilleure mixité sociale. Et Philippe Pemezec nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est quoi la méthode Pemezec en matière d'urbanisme? Notre objectif à nous, les élus du Plessis, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans la ville. C'est d'offrir du beau à tout le monde. C'est d'offrir du bien-être, c'est de faire en sorte que les gens
soient heureux au Plessis-Robinson, tout simplement. L'objectif est simple. C'est pas forcément simple d'y parvenir, mais je crois que le rôle d'un élu, c'est ça. C'est de rendre service aux gens. Et le plus grand service qu'on puisse rendre aux habitants, c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux dans leur ville. Quitte parfois à en faire trop, c'est ce qu'on a pu vous reprocher aussi, Philippe Pémézec. En faire trop, ça signifie quoi? Quand on a un maire bâtisseur avec beaucoup justement de travaux tout le temps. Mais la ville était tellement abandonnée, délaissée, elle était tellement moche qu'il y avait un tel travail à faire que il faut se mettre à l'ouvrage. Et je n'ai pas fini de faire ce travail de remise en état de la ville. Il faut apporter du soin à la ville, il faut penser ses plaies. Et donc ça met beaucoup de temps. Tous les équipements, quels qu'ils soient, sportifs, scolaires, les équipements routiers, tout était complètement abandonné. Donc il y a un travail considérable à accomplir. Et donc il ne faut pas renoncer devant la tâche. Au contraire, il faut s'y employer chaque jour, au quotidien. C'est un travail passionnant, mais c'est un travail extrêmement prenant, bien évidemment. Au moment où on parle beaucoup de crise du logement en France, est-ce que ce que vous avez pu faire dans votre ancienne commune, c'est-à-dire avoir un rôle d'opérateur, de pouvoir acheter le foncier, ça pourrait s'exporter? Ce n'est pas forcément le cas d'avoir du foncier disponible non plus dans toutes les communes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en arrivant au tout début, il y avait peu de foncier disponible. C'est nous qui l'avons libéré en détruisant certaines opérations dans lesquelles les gens ne pouvaient plus vivre. Et donc on a vidé un certain nombre d'immeubles, on les a détruits, puis on a reconstruit des immeubles beaucoup plus beaux, beaucoup plus développement durable, dans lesquels évidemment les gens sont plus heureux, c'est sans commune mesure. Et puis donc il y a des villes qui, elles, disposent de foncier. Nous n'en avions pas tant que ça, mais nous avons libéré ce foncier, nous l'avons fabriqué. C'est-à-dire que nous avons un peu reconstruit la ville sur la ville. Et donc, nous avons réalisé un certain nombre d'opérations, des opérations mixtes, parce qu'il y avait 73% de logements sociaux. Donc la ville était un ghetto, et donc il fallait casser ça. Et donc aujourd'hui, nous avons veillé à une meilleure répartition spatiale des logements sociaux, des logements privés, et à un meilleur équilibre de peuplement dans chaque cage d'escalier, dans chaque immeuble. Et aujourd'hui, le Plessis est... Il y a encore de la mixité sociale au Plessis-Robinson aujourd'hui? Bien sûr, on a 40% de logements sociaux. Donc vous imaginez qu'il y a encore... il y a aussi du logement intermédiaire qui malheureusement n'est plus comptabilisé dans les logements sociaux. D'ailleurs, s'il l'était, on serait probablement encore à plus de 50% de logements sociaux. Et on peut se demander d'ailleurs pourquoi le logement intermédiaire a été retiré du contingent logement social, puisque si on veut vraiment organiser un parcours résidentiel, permettre aux gens d'évoluer dans leur vie et d'arriver un jour à la propriété, il faut qu'il y ait du logement intermédiaire. Donc il faut inciter les maires à en faire. Or, ce logement a été décomptabilisé du patrimoine social. C'est tout à fait regrettable. C'est une erreur supplémentaire de nos technocrates. On vous a entendu très remonter contre la loi Elan qui vise justement à favoriser la construction de logements. Qu'est-ce qui vous dérange dans le projet de loi du gouvernement? Moi, je ne suis pas un dogmatique ni un idéologue. Je suis quelqu'un de pragmatique. Ce qui me révolte, c'est que l'on retire toujours un peu plus de pouvoir aux élus, alors que ce sont les élus de terrain les plus à même de pouvoir façonner la ville, de pouvoir justement veiller à cet équilibre, de pouvoir veiller à cet équilibre aussi de peuplement, de mixité entre les logements sociaux, intermédiaires et privés. Je pense que celui qui au quotidien aménage la ville, c'est le maire. Donc aller confier ça à une structure qui connaît rien à votre ville, ou à des fonctionnaires qui sont très éloignés des décisions locales, eh bien je trouve ça stupide. C'est la principale des critiques que je fais à ce texte. On devrait faire confiance aux élus, mais nous sommes malheureusement dans une période de recentralisation. Les fonctionnaires ont beaucoup souffert, nos grands technocrates, de perdre le pouvoir au travers des lois de décentralisation. Les élus, eux, dans le même temps, ont fait la preuve qu'ils étaient tout à fait compétents pour gérer les problématiques locales. Et aujourd'hui, sous l'égide d'un nouveau président qui n'a jamais été élu, malheureusement, c'est sans doute là où le bas blesse, eh bien, la technostructure essaye de reprendre aux élus locaux le pouvoir. Je trouve ça tout à fait regrettable. Rapidement, Philippe Pémézec, je voudrais vous entendre aussi sur l'actualité de votre parti avec le limogeage de Virginie Calmels. Il a pris la bonne décision, selon vous, oui, Laurent Wauquiez? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc c'est légitime, c'est justifié? Il faut un minimum de discipline dans une formation politique. On peut ne pas toujours être d'accord, mais il y a un moment où il faut savoir rentrer dans le rang. Il y a toujours une liberté de parole au sein des LR. On lui a reproché son autoritarisme. Bien sûr, personne ne m'empêche de m'exprimer, fort heureusement, si longtemps que je n'y serai plus. Et je n'ai jamais souffert
d'une incapacité à pouvoir m'exprimer. Donc je suis un individu libre. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que j'attache beaucoup d'importance à ce mot liberté. Et donc je n'ai jamais été empêché de pouvoir m'exprimer. Mais il y a des limites à tout. Si elle veut prendre le pouvoir, il faut qu'elle crée sa propre formation. Eh bien, merci à vous, Philippe Pénézec, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre l'épreuve de vérité. Invité ce soir, le député La France Insoumise, Alexis Corbière. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.